Bonjour chers amis. Aujourd'hui je voudrais vous entretenir sur un sujet qui est d'actualité, c'est souveraineté ou soumission. Car on se pose bien la question actuellement tous au niveau individuel, qui décide? Qui c'est le chef? Est-ce nous qui décidons de notre vie? Ou est-ce que c'est le monde extérieur, les dirigeants, la société? Alors pour cela, j'ai réétudié un petit peu, j'ai fait un petit peu un feedback dans ma tête par rapport à tous les principes qu'il y avait, notamment la monarchie et un système, je dirais, démocratique. Alors voyons maintenant la monarchie. Comment est établie une monarchie? Un peuple donc, est soumis à un monarque, un roi. Celui-ci décide de tout et vit naturellement dans le luxe au détriment du peuple qui est exploité. La religion la oint comme élu par Dieu, et nul ne peut s'y opposer. Le peuple est infantilisé, ne peut choisir librement sa vie, doit travailler pour le bien-être des nantis. Le roi décide de tout et donc est responsable. Lorsque tout va mal, le peuple s'en prend au roi qui n'a pas assumé son rôle. La colère populaire crée la révolte, la violence. Alors, des intellectuels et philosophes incitent à une révolution sans tenir compte de l'état de violence du peuple qui, lui, cherche des responsables à l'extérieur. La révolution devient violente, les idées, qui sont le principe masculin, ne tiennent plus compte de la nature humaine, le féminin, le respect de la vie, de la famille, et la terreur s'installe. Le roi est destitué, exécuté, et il y a beaucoup de gens qui sont tués et beaucoup de familles qui sont éliminées suite à cela sans aucun discernement. Alors, les révolutionnaires proposent une république. Donc, c'est la création d'une convention, les droits de l'homme, d'une assemblée législative constituée de membres de toutes les classes sociales, d'une charte redonnant le pouvoir de décision au peuple, par le suffrage universel, un président chargé de ratifier les décisions est nommé. Il ne dispose pas du pouvoir absolu. Une république démocratique est alors mise en place. Voyons maintenant le principe démocratique. Ceux qui veulent être élus proposent un programme dont ils sont garants. Le peuple choisit le programme qui semble lui convenir le mieux. Le peuple ne choisit pas un élu, mais son programme. Si l'élu n'accomplit pas son programme, il peut être destitué. Tous ceux qui ne sont pas élus abandonnent leur programme et œuvrent avec l'élu pour réaliser celui choisi par le peuple. Les membres de l'Assemblée proposent des lois, des décrets, chacun argumente, mais il n'y a aucun mouvement d'opposition au programme. Il n'y a aucun parti politique. Les propositions de l'Assemblée sont soumises au vote des électeurs. C'est le peuple qui décide par le vote, qui accepte ou qui refuse les amendements. L'élu valide les choix du peuple et intègre la décision du peuple dans son programme. Si les choix du peuple ne sont pas judicieux, le peuple ne tient pas l'élu pour responsable puisque c'est lui qui a choisi. Il accepte la responsabilité de ses choix et demande alors à l'Assemblée de nouvelles propositions plus adéquates qui seront à leur tour soumises au vote. Quand l'élu a réalisé son programme, il peut être à nouveau choisi par le peuple pour un nouveau mandat. S'il n'est pas réélu, il est remercié et ne touche aucune compensation à vie. Donc on se rend bien compte qu'actuellement, le principe démocratique n'est pas tout à fait le nôtre. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Comme quoi le pouvoir peut corrompre. Le fait d'être élu comporte des obligations, mais apporte des avantages, notamment la notoriété, la richesse. Toute personne élue désire se faire réélire pour conserver ses avantages. Pendant son mandat, l'élu modifie la charte présidentielle et s'octroie un salaire à vie, qu'il soit réélu ou non, ce qui est remarqué n'est pas le cas pour les gens du peuple. Quand un ouvrier perd son boulot,
il n'est pas payé à vie parce qu'il a perdu son boulot. Donc déjà, la loi d'égalité n'est pas respectée. Tout citoyen a les mêmes droits. L'élu utilise sa notoriété pour se créer un réseau amical parmi les personnes qui ont du pouvoir. Sa politique étrangère est basée sur le copinage. Il s'établit ainsi un réseau de bons amis, de beaux copains à l'étranger, des chefs d'État, etc., qui, après son élection, ou même une fois qu'il aura terminé son mandat, l'accueilleront comme un ami. C'est bon d'avoir des copains à l'étranger, partout, pour pouvoir continuer à vivre une belle vie, même quand on a terminé son mandat. C'est le peuple qui, payant les impôts supplémentaires, fait les frais de tous ces voyages. L'élu peut utiliser l'argent du peuple pour favoriser le déploiement d'un pays étranger, favoriser l'installation d'un président, participer à une guerre. Il ne demande pas son avis au peuple. Le peuple paye. Pour gouverner, l'élu a besoin de fonds. Il établit des contrats, des copinages avec les détenteurs de capitaux qui, avec le temps, eux-mêmes se présentent comme élus. Le bien-être de la cour présidentielle, le panache, devient plus important que le bien du peuple. Les non-élus, désirant le poste, se regroupent en partis politiques opposants. Chaque parti présentant le meilleur programme pour obtenir le poste. Et tous les partis ne sont pas en accord. La division naît au sein de l'opposition. Les partis de l'opposition œuvrent pour saboter le programme proposé par l'élu en espérant prendre la place de celui-ci. Ça ressemble quelque peu à notre système politique. D'où là une monarchie dictatoriale qui s'installe et qui est présentée extérieurement dans une apparence de démocratie. La démocratie est donc rompue. Chaque président élu fait désormais partie, fait partie d'un parti politique. Les partis non élus établissent des programmes miraculeux, en théorie. Mais une fois élus, aucun ne s'avère apte à réaliser les programmes proposés. Et le parti qui a été déchu entre alors dans l'opposition. Il aura de magnifiques idées qu'il ne pourra jamais réaliser lorsqu'il sera élu. Donc ceux qui ne sont pas élus ont les idées, et quand ils ont élus, ils ne les ont plus. Tous les élus réclament, comme le président en charge, des compensations monétaires après leur mandat. Après leur mandat, tous donc gardent des avantages pécuniaires et relationnels. Le peuple paye tout cela avec ses impôts. Le gouvernement finit par coûter très cher. Le peuple s'offre ainsi un gouvernement qu'il n'a pas les moyens de se payer. On peut dire que le peuple vit au-dessus de ses moyens et automatiquement, naturellement, la dette commune commence à gonfler. Non pas à cause de toutes les dépenses qu'il y a pour la gestion du gouvernement, de la société, mais à cause de ceux qui dirigent, qui coûtent très très cher. Le président peu à peu rétablit une monarchie dictatoriale, il décide de tout, impose sa loi et choisit des comparses dans son parti pour garder le monopole. Et l'opposition se met en œuvre pour que le programme ne fonctionne pas. Et le peuple fait le frais de cette division politique. Le peuple n'est plus consulté par le vote que pour élire les dirigeants, mais il est rarement consulté pour prendre les décisions sur la marche de la nation, voire les réformes des retraites, par exemple les augmentations de certaines choses. Voilà. Le président et l'Assemblée décident à la place du peuple. Le peuple perd sa souveraineté, la monarchie est rétablie sous couvert d'une démocratie. Et après leur mandat, tous les élus gardent de bons avantages pécuniaires et relationnels. Ensuite, il y a le principe, la transmission de pouvoir dans une monarchie. Pendant son mandat, l'élu forme un poulain qui sera son successeur. Comme les rois, ils avaient leurs enfants qui prenaient le pouvoir. Donc le poulain et le président sont souvent issus de la même école politique. Le poulain, donc l'élu étant incapable de satisfaire au programme choisi,
montrent donc des lacunes. Le poulain les perçoit et les présente et se présente comme étant celui qui va régler le problème s'il est élu à la place du président. Le peuple se laisse berner. Il vote pour le poulain, alors que les deux personnes, le poulain et l'ancien, sont complices. Ils étaient au courant des choses. C'est un bon moyen de passer le pouvoir à quelqu'un sans que ça se voie. Regardez dans notre système, la plupart, dans notre système, on voit bien, les anciens poulains sont devenus des présidents. Voilà. Donc il suffit de regarder, même actuellement, le poulain, quelque part dans le coin, ça va être le prochain président. C'est déjà décidé à l'avance. Le nouvel élu impose son programme sans tenir compte des besoins du peuple. Il impose ses idées, ses convictions à partir d'un programme logistique très enregistré lors de sa formation dans les autres écoles politiques. Il ne tient pas compte du programme proposé. Il impose son droit de décision alors qu'il n'a pas été élu pour le personnage qu'il est, mais pour un programme. Par décret et amendement, il oblige ainsi le peuple à subir ses idéologies. Il pratique l'abus de pouvoir et le peuple n'ose pas le destituer, pourtant la Constitution lui en donne le droit. L'élu ne tient pas compte de la nature humaine, sociale, familiale, il ne voit que par les chiffres, les probabilités, les statistiques, les pourcentages, la productivité, la rentabilité, et ne s'occupe pas du tout de l'aspect humain de l'être. Il prend ses décisions à partir de son intellect limité, formaté. Vous savez, quand on a un intellect limité, formaté, c'est qu'on a une petite ouverture. Et vous savez, regardez dans le dictionnaire, une petite ouverture, ça s'appelle un judas. Toutes les décisions que l'élu prend sont basées sur le passé, d'une logique. Crise sociale égale chômage, égale crise économique, égale guerre, égale destruction, égale reconstruction. Et il ne prend que des décisions à partir de ça et ne fait que reproduire les erreurs de ses prédécesseurs. Et toutes les décisions que prend l'élu apportent des solutions encore pires que les problèmes eux-mêmes. L'élu se comporte donc comme un alien. Un alien, c'est quoi? C'est une personne qui fonctionne qu'avec le cerveau gauche, le côté intellectuel, le côté masculin. Un théoricien intellectuel, disposant donc, je vous ai dit, d'une petite ouverture et imitant tous les tyrans anciens. Regardez tous les tyrans ayant vécu sur la Terre, notamment pendant la dernière guerre, le Führer, oui, par exemple, des dictateurs. Il ne tient pas compte de la réalité, des besoins du peuple. Il impose son programme en étant persuadé que c'est le meilleur, que c'est lui qui est le plus intelligent. Quand le peuple gronde à cause des abus, l'élu se prépare à un grand nettoyage en établissant un partenariat pour déclencher une guerre. Ça peut être une guerre économique, mais qui déboule aussi parfois sur une guerre mondiale. La guerre détruit des bâtiments, tue une multitude de gens, et ça fait de la place. Ça permet de créer des richesses, des usines, d'armement, de relancer l'économie, et tout repart comme en 14. Après la guerre, tout est à reconstruire. Il y a moins de bouches à nourrir, et donc il y a plus d'emplois. Les médias font alors des reportages et autres sur les horreurs de la dernière guerre, pour soi-disant éviter de réitérer de telles horreurs. Mais les guerres continuent. Tout recommence. Le nouvel élu perpétue le processus. Abus, crise, guerre. Et l'élu condamne les tyrans et les bouchers du passé, mais se comporte de la même façon. La société est axée uniquement sur le profit, bénéfice, cotation en bourse, spéculation, productivité à outrance, destruction de l'environnement naturel, exploitation des travailleurs, nourriture trafiquée, manipulation génétique, pollution de l'air, de l'eau, engendrant le stress, les maladies, la peur, la panique, l'angoisse, le manque d'espoir et donc une baisse du système immunitaire. Voyez, le côté masculin quand il domine, ce que ça donne dans une société. Lorsque les réserves de la planète sont épuisées, les élus savent qu'il n'est pas conseillé de détruire les bâtiments.
Il s'inspire alors des méthodes d'envahisseurs aliens pour détruire une humanité et prendre possession de ce bien. Rien de tel qu'une pestilence, une épidémie mortelle. Cela ne détruit aucun bâtiment, il n'y a plus qu'à nettoyer et à s'installer. Cependant, les élus étant eux-mêmes impliqués dans le processus, puisque vivant sur Terre, ils savent le danger qu'ils encourent. Alors une autre idée germe, provoquer une pestilence facilement éradiquée, mais présentée comme incontrôlable, comme mortelle. Ainsi aucun risque de contamination réelle, mais la peur suscitée par l'idée suffit à contrôler le peuple et à provoquer la même situation. Lorsque le peuple mécontent descend dans la rue, le scénario est mis en place. Les médias ont préparé le terrain via des informations, des films de science-fiction, des séries télévisées pour habituer le psychisme humain à accepter ces scénarios comme possibles. Les réserves naturelles étant moindres, il faut réduire la masse de la population. La masse populaire prend peur suite à cette pestilence et l'angoisse provoquée par tous ces scénarios, la peur du terrorisme, du viol, du vol, de l'enlèvement, etc. Le peuple a perdu son pouvoir de décision, sa souveraineté, il a remis son pouvoir entre les mains des élus. Il ne se sent pas responsable et il attend la décision du chef. Il demande au chef de décider, qui ainsi a tout loisir de diriger à sa guise. Pour soi-disant protéger la population, il peut décider d'appliquer la loi martiale, le couvre-feu, le port d'un masque, le confinement, les autorisations de sortie, la fermeture de lieux de loisirs, l'interdiction de se rencontrer, de se réunir, donc diviser pour mieux régner, et malheur à tous ceux qui ne veulent pas obéir. L'élu impose alors la croyance que la pestilence est omniprésente, et ainsi ceux qui en ont peur, qui portent des masques, luttent contre ceux qui refusent d'en porter. Et cette dualité nourrit l'ombre, puisque ça crée des conflits relationnels. Et le peuple pourtant ignore une chose, c'est que le corps humain contient les germes de toutes les maladies possibles, mais aussi possède un remède universel à toutes les maladies. On appelle ça le système immunitaire. Tout est parfait, tout a bien été créé dans notre univers. L'intelligence universelle sait ce qu'elle doit faire. Il faut savoir l'écouter. Quand l'équilibre du corps, émotionnel, mental, masculin, féminin, mais aussi l'équilibre par exemple acide-basique, n'est plus au top, les germes de maladies possibles se réveillent au sein de nos cellules. Non pas pour détruire notre corps, mais pour obliger notre système immunitaire à se réactiver et à rétablir l'équilibre et l'état de santé naturel. Si notre système immunitaire est défaillant, donc on sait qu'on est en mauvaise santé, il faut une aide, donc des remèdes naturels pour aider notre corps à se réparer, sans oublier non plus la joie de vivre, parce que les médicaments, les remèdes, compléments alimentaires et tout ne suffisent pas. C'est l'état d'être vibratoire qui correspond. Si on est dans la joie, notre système immunitaire s'augmente. Si on est dans la tristesse, notre système immunitaire descend. Si les dégâts dans notre corps sont trop considérables, donc on a des chances de ne pas survivre. Si notre système immunitaire est vraiment trop défaillant, on peut demander aussi de l'aide des fois, peut-être des fois certains médicaments qui peuvent aider à rétablir l'équilibre si vraiment on n'est pas en état. Chaque être humain est un tout, c'est un amas de cellules, de particules, etc., faisant partie d'un grand tout, la société. Et le processus est donc le même au niveau collectif. Quand il y a un déséquilibre au sein d'une société, un problème survient pour obliger tous les habitants à revoir leur façon de vivre déséquilibrée. Le problème survient pour révéler la solution. C'est ce qui est arrivé en décembre 2019. La Terre s'accorde à de nouvelles vibrations afin de recréer une humanité fraternelle, solidaire, équilibrée en ses deux polarités. Et notre société est devenue matérialiste à outrance. Le profit, la rentabilité, l'exploitation de la terre, des gens, des enfants, des énergies, des chiffres, les statistiques, la course au pouvoir, les diplômes, la spéculation, au détriment de la vie sociale, relationnelle, familiale, de l'amour, de l'énergie mère, du respect de la terre, des formes de vie. Lors de la crise sanitaire,
Tout n'a été que révélation de l'excès du calcul matérialiste. On nous a annoncé des statistiques, des chiffres, des nombres de morts, de contaminés, des tests, le nombre de masques, annonces de subventions données aux commerçants et des médailles pour les infirmières. Pour sauver l'humain, le corps, la santé, on nous impose un cas de contrainte, de restriction, et cela a détruit totalement notre vie sociale. Comme si nous pouvions vivre sans interrelation, sans contact, sans nous embrasser, sans nous toucher, sans chanter, sans nous réjouir ensemble. Au nom de la protection sanitaire, on a cherché ainsi à tuer l'humanité, l'humain. Imaginez ce que serait une vie sans culture, sans musique, sans film, sans loisirs, sans espoir, sans jeu. Nous aurions tout fait de déprimer. Même les prisonniers, même les assassins qui sont dans les prisons, ne vivent pas dans ces conditions-là. Ils ont des loisirs, un peu de sport, un peu de télévision, de films, de musique. Regardez les personnes déprimées. Elles ont parfois tout pour être heureuses, hein, l'argent, la bonne situation, une bonne santé, et malgré cela, elles n'ont plus envie de vivre, elles n'ont plus l'amour de vivre. Et c'est vers cela que nous amènent les décisions actuelles. Nous serons peut-être toujours vivants, mais masqués, vaccinés, et vides à l'intérieur, sans amour, des zombies, juste utilisés pour produire des biens. Le confinement ressemble fort à une incarcération. Voyez le mot incarcération, le mot carcère, d'où est dérivé le mot cancer, hein, cette maladie, le cancer, ce qui veut dire fermé. Dans un corps, quand le cancer qui se déclare dans le physique, c'est la résultante d'une communication coupée au niveau psychique. Les cellules envoient un message au cerveau. Mais celui-ci, trop préoccupé par des angoisses ou des calculs, ne répond pas. Toujours abonné absent. Les cellules prennent peur. Elles se sentent abandonnées. Et elles se reproduisent pour se protéger. Elles se coupent de toute relation avec leur environnement et cela crée une tumeur. Et vous voyez, en 2 mots, tumeur. Le processus est identique au niveau du corps de l'humanité. Chacun de nous est une cellule et si nous ne communiquons plus les uns avec les autres, notre humanité sera un grand corps malade et s'auto-détruira en totalité, par manque d'amour, par manque de vie, par manque d'espoir. Le cosmos est constitué de planètes, de galaxies, d'étoiles en mouvement. C'est le mouvement qui crée l'énergie de vie. Sans mouvement, rien ne peut vivre, tout reste inerte, passif, sans vie. Et le confinement nous mène à cela. Quand on n'a plus de projet, de volonté, on se suicide ou on meurt par manque de joie et d'espoir, de joie de vivre, qui seul peut réactiver notre système immunitaire. Alors que pourrait faire le gouvernement ? Nous redonner notre souveraineté, notre liberté de choisir, de porter un masque ou non, tout en respectant certaines consignes d'hygiène, hein, et d'assumer en totalité notre responsabilité. Si nous sommes contaminés, inutile d'accuser le voisin ou un tel ou le gouvernement, simplement constater et jeter un œil sur notre façon de vivre, notre nourriture physique, psychique, émotionnelle, intellectuelle, notre joie de vivre, et faire ce qu'il faut pour réactiver notre immunité naturelle. Si cela est trop difficile, nous pouvons nous faire aider par des remèdes naturels, hein. Il y a des plantes, il y a des pierres, il y a des choses qui nous aident à nous sentir un petit peu mieux. Il y a aussi des musiques, etc. Puis des méthodes, hein, la méditation, la relaxation, les massages, etc. Mais si notre santé est trop déglinguée, alors il faut se résigner. De toute façon, on n'en avait plus pour longtemps, alors autant accepter le grand voyage et partir pour les prairies célestes. Pourquoi résister? Pourquoi continuer à vivre dans un monde où on n'a aucune joie de vivre? Ceux qui ont peur d'être contaminés, resteraient chez eux. Ceux qui n'ont pas peur continuent à vivre. Travailler, changer librement, personne ne déciderait à notre place ce qui est bon ou non. Alors les élus pourront se reposer en paix. Ils nous auront redonné notre pouvoir. Hein. Donc eux, on ne leur dirait pas c'est de votre faute, puisqu'ils nous auront donné le pouvoir de choisir. Mais ils devront cependant travailler pour changer.
et rétablir une vraie démocratie et cesser cette mascarade cachant une monarchie totalitaire. Le respect de la Convention des droits de l'homme est à l'ordre du jour. Dans une autre vidéo, qui s'intitulera Comment créer une société équilibrée et bénéfique pour tous, je vous dirai comment rétablir l'équilibre entre ces deux polarités de notre être pour passer à travers cette crise et ressortir grandi de cette épreuve. Merci pour votre écoute. À bientôt.